Le secret de Cedar Falls. Harold et Margaret Thompson avaient partagé 53 années de mariage, de rires et d'épreuves, quand leurs propres enfants décidèrent qu'ils étaient devenus trop de soucis. Le mardi matin où l'avis d'expulsion arriva, ce fut leur petit-fils qui le leur remit, incapable de soutenir le regard de ses grands-parents. Sans autre refuge que leur vieux camion Ford de 1987 et leur maigre pension qui ne suffisait même plus à remplir le garde-manger, ils empilèrent leurs quelques biens, glissèrent à bord leur fidèle chienne Belle, une Golden Retriever au museau grisonnant, et prirent la route, sans destination, simplement pour fuir l'humiliation. 3 jours plus tard, ils la trouvèrent. Une cabane décrépite, oubliée du monde, à la lisière de Cedar Falls. Le toit s'affaissait, les vitres n'étaient plus que souvenirs, les mauvaises herbes jaillissaient entre les fissures du sol. Pourtant, dans les yeux de Harold, elle représentait une promesse. « On peut la réparer, Maggie », murmura-t-il, les mains déjà prêtes à rebâtir. Margaret hocha doucement la tête, partagée entre peur et espoir. Elle ne savait pas encore que ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur bouleverserait tout ce qu'ils croyaient savoir sur la seconde chance. Harold avait été charpentier pendant 42 ans. Un artisan méticuleux qui avait bâti des maisons solides, jusqu'à ce que l'arthrite vienne briser ses gestes sûrs. Margaret, elle, avait soigné des vies durant 35 ans à l'hôpital de Cedar Général. Chaque jour, elle répétait à ses jeunes collègues que vieillir était un privilège que beaucoup n'avaient pas. Ensemble, ils avaient élevé 3 enfants dans une maison modeste de la rue Elm. Persuadés qu'amour et dévouement leur garantiraient, un jour, respect et tendresse en retour. Ils s'étaient trompés. Leur fils aîné, David, avait signé la lettre d'expulsion. Ce n'est rien de personnel, papa, avait-il dit au téléphone. Juste une décision d'affaires. La valeur du terrain a explosé. Des affaires. Ce mot avait résonné dans la poitrine de Harold comme un clou planté dans du bois tendre. Un foyer ne devrait jamais être une affaire. On leur avait proposé une résidence pour personnes âgées, à prix raisonnable. Mais comment payer, quand chaque dollar servait à choisir entre nourriture et médicaments? Ils refusèrent de finir entre les murs froids d'un établissement qui empilait les anciens comme des meubles inutiles. Alors, ils partirent. Margaret rangea sa bague de mariage dans une boîte en velours, dernier éclat de leur ancienne vie, et, main dans la main, ils tournèrent le dos à leur maison et à tout ce qu'ils avaient bâti. Les 3 nuits suivantes, ils les passèrent à dormir dans la cabine du camion. Belle, couchée entre eux, veillait, sentant que ses maîtres avaient perdu plus qu'un toit, ils avaient perdu la place qu'ils occupaient dans le monde. C'est au matin du 3e jour qu'ils atteignirent Cedar Falls, une petite ville figée dans une autre époque. Les vitrines poussiéreuses affichaient encore des pancartes, à louer, à demi effacées. Un vieux cinéma proposait des films d'il y a 2 ans, et un coiffeur avait cessé de faire tourner son enseigne depuis des décennies. Rien n'y bougeait vraiment. C'était un endroit où l'on pouvait se fondre dans le silence, un lieu parfait pour disparaître. À la périphérie de la ville. Là où la route pavée devenait gravier, Harold aperçut la cabane. Le toit penchait comme les épaules d'un vieillard fatigué, les planches des murs s'écaillaient comme des dents cassées. Pourtant, il y avait là quelque chose, une ossature solide sous la ruine. Belle bondit hors du camion, remuant la queue avec une énergie retrouvée. Elle fit 2 fois le tour du bâtiment avant de s'asseoir devant l'entrée, comme pour dire « c'est ici ». Harold inspecta les lieux, l'œil d'un artisan reprenant vie. La fondation, faite de pierres brutes, demeurait stable. Le bois, du chêne massif, portait les cicatrices du temps mais non sa défaite. Il posa une main sur le mur. « Les os sont bons, Maggie. Tu crois qu'on peut vraiment? On peut toujours, tant qu'on respire. » L'intérieur sentait le vieux bois et la poussière oubliée. 2 pièces principales, un foyer de pierre, une lueur d'espoir. Margaret imaginait déjà une petite table près de la fenêtre, des rideaux simples, un lit réparé. Elle savait reconnaître, comme Harold, ceux qui pouvaient encore vivre. Ce soir-là, il dormait encore dans le camion. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus la peur du lendemain qui les tenait éveillés, c'était la hâte d'y arriver. Belle s'endormit entre eux, museau posé sur les genoux de Margaret. Et pour la première fois depuis des semaines, ils se sentaient de nouveau à leur place dans le monde. Le lendemain, dès le lever du soleil,
Harold ouvrit la porte grinçante. La lumière du matin révélait des détails qu'il n'avait pas vus, des murs tachés d'humidité, des marches pourries, des vignes grimpant sur la façade. Pourtant, tout en lui voyait autre chose, du potentiel. Margaret. Elle, s'affairait déjà à balayer la poussière et à ouvrir les fenêtres. C'est alors qu'elle remarqua une planche légèrement soulevée dans un coin du plancher. Harold, viens voir. Belle reniflait la planche, grattant doucement du museau. Harold s'agenouilla, ses genoux craquant comme les poutres du toit, et souleva la planche. En dessous, un petit coffre en bois dormait, recouvert d'une fine couche de poussière. Margaret le prit avec précaution. Il n'était pas verrouillé, juste scellé par un loquet gonflé d'humidité. D'un geste prudent, Harold l'ouvrit. À l'intérieur, ils découvrirent des lettres, des photographies, et des documents attachés par un ruban fané. Sur la première photo, un couple souriait devant la cabane mais dans un état bien différent. Les murs étaient blancs, le toit neuf, un jardin fleurissait à côté des marches. Derrière la photo, une inscription, James et Ruth en lait à 1987. Margaret parcourut les lettres. La voix tremblante. James avait été vétéran, comme Harold, revenu à Cedar Falls pour trouver la paix après la guerre. Ruth, son épouse, enseignait dans l'école du village. Ensemble, ils avaient retapé la maison planche après planche, rêve après rêve pour en faire leur refuge. Mais la maladie était venue. Les factures médicales avaient tout englouti. James avait dû vendre les outils de sa vie pour soigner Ruth. Et quand elle s'éteignit, il resta seul, obstiné, persuadé que l'amour qu'ils avaient mis dans ses murs survivrait à tout. Une dernière lettre, datée de 3 ans plus tôt, annonçait que James avait été transféré dans un centre de soins et que la maison, faute d'impôts payés, appartenait désormais à la ville. Margaret lut à voix basse un extrait d'une lettre qu'il avait adressée à un ami. Je crois qu'elle m'attend encore, cette maison. Ruth et moi, on y a mis trop de nous-mêmes pour qu'elle meure ainsi. Harold serra la main de Margaret. Les mots de cet inconnu résonnaient avec les leurs. Il n'avait pas tort, souffla-t-il. Ce genre d'amour ne meurt pas. Il attend qu'on le relève. Le lendemain, ils commencèrent les travaux. Harold coupa de nouvelles planches à partir d'anciens meubles récupérés. Margaret lessiva les murs, recousit des rideaux avec de vieux draps. Chaque geste, aussi petit soit-il, devenait un acte de résistance contre l'abandon, contre l'oubli, contre la cruauté du temps. Les habitants de Cedar Falls, d'abord indifférents, commencèrent à remarquer la lumière qui brillait la nuit dans la vieille cabane. Certains s'arrêtèrent, intrigués. Un fermier laissa un sac de pommes de terre sur le seuil. Une voisine âgée apporta des couvertures. Et peu à peu, la maison en lait reprit vie. Harold redressa le toit, fit revivre la cheminée. Margaret replanta des fleurs à l'endroit exact où Ruth les avait cultivées 30 ans plus tôt. Belle, infatigable, suivait chaque pas, aboyant après les corbeaux qui s'aventuraient trop près. Quand tout fut presque terminé, Margaret accrocha la photo de James et Ruth au-dessus de la cheminée. Les deux couples semblaient se répondre à travers le temps, comme un passage de relais entre âmes qui se reconnaissent. Ce soir-là, devant le feu, Harold murmura. On a retrouvé notre place, Maggie. Peut-être que c'est ça, le vrai miracle, quand des inconnus d'hier te rappellent qui tu es aujourd'hui. Margaret posa sa tête sur son épaule. Et tout ça grâce à une maison qui refusait de mourir. Dehors, le vent soufflait à travers les arbres, mais à l'intérieur, la chaleur d'un nouveau commencement emplissait l'air. La cabane, jadis oubliée, battait de nouveau au rythme de 2 cœurs reconnaissants et d'un vieux chien fidèle. Et quelque part, dans un coin du ciel de Cedar Falls, James et Ruth devaient sourire. La cabane des cœurs tenaces. Ses murs portaient encore la mémoire du souffle humain. Ils avaient abrité l'amour, étaient façonnés par l'espérance, polis par des mains qui s'intéressaient à bien plus que la simple utilité des choses. Les taches d'eau sur le plafond. Les planches disjointes, loin d'être des marques d'échec, étaient les cicatrices d'un combat mené avec dignité, la preuve tangible qu'ici, on avait résisté jusqu'au bout. Près de l'âtre, où subsistaient quelques cendres grises du dernier feu allumé par James et Ruth en lait, la chienne Belle s'était allongée, paisible.
Son regard levé vers Harold et Margaret semblait dire qu'elle comprenait, d'instinct, la valeur de ce lieu et l'histoire qu'il contenait. Nous ne sommes pas les premiers à avoir eu besoin de cette maison, murmura Harold, la voix chargée d'un respect silencieux. Et peut-être est-ce pour cela que nous l'avons trouvée, répondit Margaret, les yeux emplis de douceur. Peut-être que James et Ruth l'ont laissé pour des âmes capables de comprendre ce qu'ils essayaient de bâtir ici. Cette nuit-là, ils dormirent pour la première fois dans la vieille cabane. Leur sac de couchage étalé sur le plancher de bois, à quelques pas du foyer, leur tenait lieu de lit. Le vent murmurait à travers les fenêtres sans vitres, les murs craquaient comme s'ils reprenaient vie après un long sommeil. Et pourtant, dans cette fragilité, il y avait une étrange paix. Plus de moteurs rugissants, plus de bruit d'autoroute ni de station-service, seulement le souffle du vent et la chaleur du chien entre eux. C'était précaire. Mais c'était leur toit. Avant de s'endormir, Margaret rangea avec soin les lettres et les photographies retrouvées, puis posa la boîte de bois à portée de regard. Les Hanley devenaient, à leur manière, des compagnons invisibles, unis à eux dans la promesse de redonner vie à ce lieu oublié. Harold, au matin, posa sur le sol sa vieille boîte à outils, une boîte rouge, cabossée, fidèle compagne de plus de 40 années de labeur. Chaque éraflure racontait une histoire de travail, chaque trace de rouille portait la mémoire d'un chantier. Mais à l'intérieur, tout brillait encore, les outils étaient alignés avec une précision militaire, propre, affûté, prêt à servir. Avant toute chose, dit-il à Margaret, il faut rendre cette maison étanche avant la prochaine pluie. Belle, installée près du foyer, observa attentivement son maître ouvrir la boîte comme on ouvre un coffre de souvenirs. Le marteau à manche de hickory avait la surface polie par des décennies d'usage. Le maître ruban claquait encore avec fierté, et les tournevis, ciseaux à bois et scie à main semblaient attendre les gestes familiers. Margaret, de son côté, disposa soigneusement leurs quelques affaires, 3 changes de vêtements chacun, un petit réchaud, quelques casseroles, et les vieilles couvertures brodées par sa grand-mère pendant la grande dépression. Ce n'était pas grand-chose, mais elle savait, elle, que le confort naissait de la manière dont on apprivoise le peu qu'on a. Le toit devint leur première bataille. Harold monta prudemment sur la structure branlante, chaque pas réveillant ses articulations endolories par l'âge. De là-haut, il vit l'étendue du désastre, des chevrons fendus, des planches affaissées, et tout un PAN oriental qu'il faudrait remplacer avant l'hiver. C'est grave ? Appela Margaret du bas. Rien d'irréparable, répondit-il d'un ton assuré, même s'il sentait au fond de lui, le doute le gagnait. Son corps de 74 ans n'était plus celui d'un jeune ouvrier. En redescendant, il aperçut Margaret balayant la poussière et les débris avec un balai improvisé. Elle s'activait, droite et déterminée, la même étincelle dans les yeux que lorsqu'elle soignait ses patients à l'hôpital. En la regardant, Harold sentit une force nouvelle l'envahir. Depuis la lettre d'expulsion, il n'avait plus ressenti cela, le sentiment d'avoir un but. Le matin suivant, ils firent des listes. Margaret comptait l'heure. Maigres économies, calculant combien de clous, de planches ou de peintures il pouvait s'offrir. Harold, lui, griffonnait des plans sommaires sur le dos d'une enveloppe froissée. Belle, très sérieuse, allait et venait entre eux, comme une superviseuse attentive, reniflant les bouts de papier, posant son museau sur les genoux de l'un, puis de l'autre. Leur premier chantier consista à colmater les plus gros trous du toit avec du matériel de récupération. Harold trouva derrière une station-service abandonnée des planches de contreplaqué encore solides. Margaret, ingénieuse, découvrit que l'épicerie du coin jetait chaque semaine des cartons encore utilisables. Ils s'en servirent comme sous-couche pour isoler temporairement. Peu à peu, ils retrouvèrent le rythme silencieux d'un couple uni depuis 53 ans. Un geste appelait l'autre sans parole. Elle lui tendait les clous avant qu'il ne les demande. Il la retenait d'une main ferme lorsqu'elle montait à son tour sur l'échelle branlante. Et Belle, fidèle sentinelle, aboyait dès qu'une planche menaçait de glisser. Lorsque le soleil disparut derrière les collines, le toit, bien que rustique, tenait bon. Ce n'était pas beau, non, mais c'était solide, suffisant pour retenir la pluie et emprisonner un peu de chaleur. Harold contempla leur œuvre, les mains noires de poussière, la chemise trempée de sueur, mais un sourire paisible aux lèvres.
Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est un début. Margaret s'approcha, essuyant ses doigts sur un vieux tissu. James et Ruth comprendraient. Ils ont sans doute commencé comme nous. Cette nuit-là, ils s'endormirent sous un toit qui leur appartenait enfin. Le vent avait perdu de sa morsure. La cabane semblait respirer avec eux. Belle s'étendit entre leurs sacs de couchage, sa chaleur douce scellant une promesse silencieuse, celle de reconstruire non seulement une maison, mais une vie. Les jours suivants, Margaret entreprit une expédition vers le seul magasin d'alimentation de Cedar Falls, Morrison's Market. L'endroit, un vieux bâtiment. D'anglo vitrines peintes à la main, affichait des prix qui changeaient au gré des livraisons incertaines. Elle parcourut les 6 pâtés de maison à pied, Belle trottinant à ses côtés. Un sac de toile sur l'épaule. L'air sentait la pomme et la terre humide de l'automne naissant. En franchissant la porte, la clochette tinta, et soudain, toutes les conversations s'interrompirent. 3 clients se tournèrent vers elle, la scrutant comme une étrangère venue troubler la routine. Derrière le comptoir, un homme au front dégarni la jaugea d'un regard méfiant. « Je peux vous aider » demanda-t-il d'un ton qui sonnait plus comme un avertissement. « Je voudrais juste quelques provisions » répondit Margaret calmement. Elle avança dans les allées étroites, sentant les murmures glisser. Dans son dos. Les étagères offraient peu de choix, quelques conserves, des légumes flétris, du pain d'hier. Elle fit ses calculs mentalement, choisissant chaque article avec soin, attentive à ne pas dépasser le maigre budget qu'il s'était fixé. À la caisse, le gérant enregistra les produits avec lenteur, ses yeux revenant sans cesse vers Belle, immobile à côté de sa maîtresse. « Je ne vous ai jamais vu par ici » lança-t-il. « Nous venons d'arriver » dit Margaret simplement. « Nous réparons la vieille maison au bout du chemin. »« Vous voulez parler de la maison en lait » répondit-il, visiblement surpris. « Cette baraque abandonnée » ? « Oui, celle-là. » Une femme derrière elle intervint, à voix basse. « Personne n'y vit depuis des années. On dit qu'elle s'écroule. » Margaret esquissa un sourire poli. « Nous faisons de notre mieux pour la remettre debout. »« Vous et votre mari ? Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret » demanda le caissier. Son ton mielleux cachant mal sa condescendance. Margaret sentit ses joues s'empourprer. « Assez âgée pour savoir ce que nous faisons » répondit-elle avec fermeté. Elle paya, glissa les provisions dans son sac, et quitta le magasin sans un mot de plus. Belle trottait à côté d'elle, la queue basse, comme consciente du rejet silencieux qui venait de s'abattre sur elle. Le retour vers la cabane sembla interminable. Le soleil déjà bâtissait la route d'or et de mélancolie. À chaque pas, Margaret sentait le poids de la solitude et la froideur du jugement. Peut-être que Cedar Falls n'est pas prête pour nous accueillir, pensa-t-elle. Lorsqu'elle arriva, Harold était toujours sur le toit, mesurant les espacements entre les chevrons. Il descendit aussitôt. En voyant son expression. « Des ennuis en ville ? » « Rien qu'on ne puisse supporter, » répondit-elle avec courage, avant de tout lui raconter, les regards, les chuchotements, les insinuations. Harold hocha lentement la tête, sans surprise. « Les petites villes n'aiment pas les étrangers, » dit-il. « Surtout quand ils pensent qu'on vient quémander. » Margaret ne répondit pas. Elle posa son sac sur la table, caressa Belle et, en silence, déplia un vieux journal trouvé entre les lettres des en lait. Les pages jaunies tremblaient dans la lumière du feu. Un article en coin racontait la tragédie d'un couple qui, autrefois, avait tenté de sauver cette même maison de la ruine. Elle échangea un regard avec Harold. Aucun mot n'était nécessaire. Il savait désormais que cette cabane portait bien plus qu'un passé, elle portait un héritage d'amour et de courage, un héritage qu'ils étaient désormais chargés de continuer. Et tandis que la nuit tombait sur Cedar Falls, la lumière de leur feu s'éleva dans la vallée comme un serment silencieux, tant qu'il restera un souffle, cette maison, et ceux qui l'habitent, ne s'éteindront pas. Le titre de l'article disait « Un vétéran local transforme une propriété abandonnée ». La photo montrait un homme nommé James, debout fièrement devant la petite cabane qu'il avait reconstruite de ses propres mains. En la voyant, Margaret eut l'impression troublante de contempler un reflet de leur propre abri en restauration. L'article, daté d'une quinzaine d'années auparavant, racontait le combat de James pour trouver un logement abordable après son service militaire,
et sa décision de revendiquer ce terrain oublié en vertu des lois sur la possession par occupation. Les premières lignes citées des voisins qui, d'abord méfiants, avaient fini par l'admirer. Margaret lut à voix haute. Au début, tout le monde pensait que James n'était qu'un vagabond de plus, qui s'en irait dès les premiers froids. Mais il a prouvé le contraire par son travail et son respect du voisinage. Plus loin, le journaliste ajoutait. Son jardin nourrit désormais la moitié du quartier, et ses talents de menuisier ont permis de réparer des porches, des bancs d'église et même des clôtures. Harold resta silencieux, étudiant la photo jaunie. Il leva ensuite les yeux vers leur cabane cabossée, puis vers Margaret. Alors, nous ne sommes pas les premiers que cette ville juge un peu trop vite. Apparemment non, répondit-elle avec un sourire pensif. Et si James a su gagner leur respect? Peut-être qu'un jour, nous y parviendrons aussi. À leurs pieds, Belle, leur vieille chienne au museau doré, s'approcha du morceau de journal, le reniflant avec la même curiosité qu'elle avait manifestée pour la boîte en bois découverte plus tôt. Margaret replia soigneusement la coupure et la rangea parmi les trésors du couple disparu, lettres, photographies, souvenirs d'un autre temps. Ce soir-là, assis sur les marches de fortune qui leur servaient de perron, Harold et Margaret observèrent le coucher du soleil sur Cedar Falls. Les nuages rosissaient lentement au-dessus des pins. Et la lumière du soir enveloppait la cabane d'une douceur inattendue. Malgré la fatigue et la douleur dans leurs mains, un calme déterminé les envahit. Les murmures et les regards soupçonneux des habitants les blessaient, bien sûr. Mais quelque chose en eux s'était solidifié. Ils comprirent que leur tâche dépassait la simple restauration d'un toit, ils reconstruisaient leur dignité. Chaque planche, chaque clou posait une déclaration silencieuse, nous existons encore, nous avons de la valeur, peu importe notre âge ou nos cicatrices. Jeudi matin, alors qu'Harold réparait une section de bardage, une silhouette apparut à la barrière. C'était une femme âgée, tenant un plat couvert entre ses mains. Elle marchait prudemment. D'une démarche mesurée, celle de quelqu'un dont le corps n'obéit plus tout à fait mais dont l'esprit demeure ferme. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon pratique, et ses yeux brillaient d'une bienveillance mêlée de lassitude. Belle fut la première à la remarquer, au lieu d'aboyer, elle se leva en remuant la queue, trottant vers la grille comme pour accueillir une vieille amie. « Excusez-moi » appela la femme d'une voix douce. « J'espère ne pas déranger. » Harold suspendit son marteau, surpris. Margaret sortit de l'intérieur, les mains encore humides de savon. « Pas du tout, madame » répondit-elle en s'avançant. « Je suis Margaret Thompson, et voici mon mari, Harold. »« Sarah Mitchell » répondit la visiteuse en tendant la main. « J'habite un peu plus bas, dans la maison jaune avec le jardin de roses. » Margaret reconnut aussitôt la demeure, un petit cottage soigné, aux volets fraîchement peints et au massif fleuri. « C'est un endroit magnifique, dit-elle sincèrement. « Merci. » Sarah souleva le plat qu'elle portait. « J'ai apporté un peu de soupe chaude. Vous devez être épuisé avec tout ce travail. » Harold posa son marteau et s'essuya les mains sur son pantalon. « C'est très aimable à vous, Madame Mitchell. Appelez-moi Sarah. » Elle promena son regard autour du terrain, admirant les réparations au toit. Les piles de matériaux récupérés soigneusement triées. « Vous avez déjà accompli beaucoup de choses. » Margaret accepta le plat avec gratitude, sentant sa chaleur se diffuser à travers la céramique. « Entrez donc. Ce n'est pas grand-chose encore, mais nous pouvons vous offrir un café. » Sarah hésita une seconde. Dans son regard passa une lueur souvenir ou reconnaissance. Puis elle hocha la tête. « J'aimerais beaucoup. » À l'intérieur, Sarah regardait chaque recoin avec une attention émue, la cheminée, le mur et qui donnait. Sur la route, le coin où Harold et Margaret avaient trouvé la fameuse boîte en bois. Margaret remarqua son expression. « Vous connaissiez James et Ruth, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Sarah acquiesça, acceptant la tasse de café fumant que Margaret lui tendait. « James était mon grand frère. Et Ruth, la sœur que je n'ai jamais eue. Nous avons retapé cet endroit ensemble. Il y a 30 ans. » Un silence respectueux s'installa. Harold et Margaret échangèrent un regard ému, le lien qu'ils ressentaient avec les anciens occupants prenait soudain chair. « Nous avons trouvé certaines de leurs affaires, confia Margaret. Des lettres, des photos.
Nous nous demandions ce qu'ils étaient devenus. Les yeux de Sarah se voilèrent de larmes. James disait toujours que cette maison survivrait à nous tous. Qu'elle était destinée à accueillir quiconque aurait besoin d'un abri. Elle sortit alors un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. Je gardais ceci pour lui. J'espérais qu'il reviendrait le chercher. Elle défit délicatement l'emballage, révélant une canne en bois finement sculptée. Le manche représentait une tête d'oiseau. Et des motifs délicats serpentaient sur toute la longueur. Il l'a taillée lui-même, après sa blessure de guerre. Il en était si fier. Ruth disait que c'était une œuvre d'art déguisée en objet utilitaire. Margaret sentit sa gorge se serrer. Et où est James aujourd'hui? Il est décédé l'hiver dernier, à la maison de soins de Millfield. Mais jusqu'à la fin, il parlait encore de ce lieu. Il croyait qu'un jour, il reviendrait ici. Sarah promena de nouveau son regard sur la pièce, puis ajouta dans un murmure. Peut-être qu'il est revenu, à travers vous. Harold tout sauta. Ému. Nous serions honorés de garder cette canne ici, si vous pensez que c'est ce qu'il aurait voulu. Je crois qu'il serait heureux de savoir que des gens qui comprennent la valeur du travail manuel habitent désormais dans la maison qu'il a bâtie avec Ruth. Sarah se leva et posa la canne contre la cheminée, elle semblait y avoir toujours appartenu. Et je crois aussi qu'il voudrait que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Elle sortit alors un petit sac en toile de sa poche, on y entendit le cliquetis familier des clous et des vis. Quelques fournitures de quincaillerie. Des choses qui manquent toujours quand on en a le plus besoin. Margaret resta sans voix. Oh, Sarah, vous n'aviez pas à faire cela. Si, justement, répondit doucement la vieille femme. James et Ruth auraient fait pareil pour quiconque tente de construire un foyer avec amour et persévérance. Avant de partir, elle fit le tour du terrain avec Harold, lui montrant l'endroit où James avait planté des pommiers et celui où Ruth cultivait ses légumes. Elle promit de revenir bientôt, avec d'autres histoires et un peu d'aide. Ce soir-là, la canne de James reposait contre le mur, près de leur sac de couchage. À la lueur de la lune, les motifs sculptés projetaient des ombres délicates sur le plancher. Le mois d'octobre mit les réparations de Harold à rude épreuve, la pluie tomba sans discontinuer pendant 3 jours, martelant les tuiles et testant chaque jointure. Mais à la grande satisfaction du vieil homme, l'intérieur demeura sec. Il observa les gouttes glisser sur les planches neuves avec la fierté silencieuse du menuisier qui sait que son ouvrage tient bon. Pendant ce temps, Margaret transformait peu à peu l'intérieur. Sa rigueur d'ancienne infirmière se révélait dans chaque geste. Elle avait frotté les murs jusqu'à faire renaître le veinage du bois, puis organisé leur maigre possession en zones précises, un coin pour dormir, un autre pour cuisiner, un espace pour lire ou rêver. Mais sa plus belle réussite était un petit carnet, un vieux cahier à couverture taché, hérité de sa mère. Les pages, jaunies par le temps et couvertes de taches de sauce, contenaient des recettes écrites à la hâte sur des serviettes et des enveloppes. Margaret y ajoutait désormais les siennes, des soupes simples, du pain cuit dans une cocotte au feu de bois, des ragoûts improvisés avec les légumes qu'elle trouvait ou troquait. En remuant une marmite de haricots parfumée d'herbes du jardin de Sarah, elle confia à Harold. Cuisiner, ce n'est pas posséder les meilleurs ingrédients. C'est savoir tirer le meilleur de ce qu'on a. Harold sourit, reconnaissant cette sagesse familière. Il avait lui-même repris goût au travail, après avoir fini le toit, il s'attelait aux parois extérieures. Ses mains arthritiques protestaient parfois. Mais chaque planche posée lui rappelait qu'il restait capable, utile. Et un après-midi, cette persévérance attira l'attention d'un visiteur inattendu. Tom Bradley, le propriétaire du magasin de quincaillerie, vint examiner son travail. Il fit lentement le tour du bâtiment, caressant du bout des doigts les planches neuves, vérifiant l'alignement. « Vous savez ce que vous faites » déclara-t-il enfin. 42 ans de métier, répondit Harold, modestement fier. Mon quai de chargement s'affaisse depuis 2 ans. J'ai jamais trouvé le temps d'y toucher. Ça vous dirait un peu de travail à temps partiel? Je paierai en liquide et en matériaux. Harold sentit une lueur d'espoir renaître. Quel genre de matériaux? Tout ce qu'il faut pour continuer vos rénovations dans la limite du raisonnable, bien sûr. L'accord fut vite scellé.
Tom obtenait l'aide d'un artisan expérimenté, et Harold gagnait non seulement de quoi améliorer leur maison, mais aussi quelque chose de plus précieux, le sentiment d'être encore nécessaire. Quand le soir tomba, il raconta la bonne nouvelle à Margaret. Elle leva les yeux de son carnet, le visage illuminé d'un sourire. Tu vois? Même la cabane le sentait. Elle voulait redevenir un foyer. Dehors, la pluie s'était enfin arrêtée. La lune se reflétait sur le toit tout neuf, et Belle dormait près de la cheminée. Harold prit la canne de James, la contempla un instant, puis murmura. « Merci, l'ami. On continuera ce que tu as commencé. » Et dans le silence de la nuit, la cabane sembla répondre par un craquement de bois, comme un vieux cœur qui bat encore. La flamme dans la cabane. Chaque matin, Harold se levait avant le soleil. Ses mains usées par les ans retrouvaient leur vigueur d'autrefois lorsqu'il reprenait les outils et se mettait à travailler sur la vieille cabane. Le bois craquait sous le marteau. La sueur emplissait l'air comme une promesse. L'après-midi, il rejoignait Tom Bradley au magasin de bricolage pour l'aider à réparer tout ce qui avait été négligé depuis trop longtemps. En échange, il recevait un peu d'argent, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, l'accès au bois, aux clous, aux outils, des ressources qu'il n'aurait jamais pu se permettre autrement. Pendant ce temps, Margaret, toujours animée de son instinct de soignante, commençait à offrir des soins aux voisins. Sa réputation s'était répandue doucement, presque en secret. Madame Patterson. 3 rues plus loin, s'était présentée un matin, gênée mais déterminée. « Je ne peux pas vous payer beaucoup, » avait-elle dit, « mais j'ai des œufs frais, et l'atelier de mon mari contient des outils que je n'utilise plus. » Margaret avait souri, posant sa main sur celle de la vieille femme. « Les œufs feront très bien l'affaire. » Ses gestes, précis et doux, rappelaient des décennies d'expérience. Pendant qu'elle nettoyait et pansait la plaie de Madame Patterson, Belle, leur fidèle chienne, s'était couchée près du lit, offrant sa chaleur et son calme comme une présence thérapeutique silencieuse. Ainsi, de bouche à oreille, les rumeurs avaient parcouru Cedar Falls. On parlait de ce couple âgé qui, contre toute attente, transformait les ruines en un foyer et rendait service à la communauté. Les réparations de Harold suscitaient des demandes de la part d'autres commerçants, les soins de Margaret attiraient des patients trop fragiles pour se rendre à l'hôpital, situé à plus de 60 kilomètres. Sarah, leur voisine et désormais amie, venait presque chaque après-midi. Elle apportait des nouvelles du village, parfois quelques provisions, parfois simplement sa compagnie. C'est elle qui aida Margaret à planter un petit potager derrière la cabane, des choux, des carottes, des pommes de terre, de quoi survivre à l'hiver. Un soir d'octobre, le vent soufflait doucement. Dans les arbres. Harold et Margaret étaient assis sur les marches de bois toutes neuves, savourant un bol de soupe de pommes de terre et un pain cuit dans le vieux four de la cheminée. Belle dormait à leurs pieds, mâchonnant un os que Tom lui avait offert. La cabane, autrefois prête à s'effondrer, respirait désormais la vie. Les fenêtres brillaient d'un éclat clair. Le toit ne laissait plus passer la pluie, et l'air sentait la chaleur du feu, le pain frais, et la présence d'un foyer retrouvé. Margaret contempla le fruit de leurs efforts. James et Ruth seraient fiers, murmura-t-elle. Harold hocha la tête, la gorge serrée. Ce qu'ils avaient reconstruit n'était pas seulement un abri, c'était un héritage, une continuité du rêve d'un autre couple avant eux. Au fond de son vieux sac de toile, parmi les souvenirs de toute une vie, reposait une boîte en métal contenant une étoile de bronze, enveloppée dans du papier de soie. Cela faisait presque 50 ans qu'il ne l'avait pas touchée. Ce fut Margaret qui la découvrit, un matin, en rangeant leurs affaires dans le coffre de bois qu'Harold avait fabriqué. Ses doigts reconnurent immédiatement la forme du médaillon. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais gardé ça, » dit-elle doucement, la voix tremblante d'émotion. Harold, accroupi près de la fenêtre qu'il installait, leva les yeux, un peu gêné. « Ça ne me paraissait plus important, » répondit-il simplement. Mais Margaret lut l'inscription gravée, pour bravoure exceptionnelle au combat contre un ennemi des États-Unis. À côté. 2 Purple Hearts et une citation pour service méritoire témoignait d'un passé qu'il n'avait jamais raconté. Harold, tu étais sergent dans le corps du génie, au Vietnam? Il s'assit près d'elle. Le regard perdu dans le feu. Une autre vie, Maggie. Un autre homme. Pour la première fois en 30 ans de mariage, il se mit à parler. D'abord lentement,
puis avec une intensité retenue. Il avait 19 ans quand il était parti. Il croyait tout savoir sur la construction parce qu'il avait aidé son père à bâtir une grange l'été précédent. Là-bas, il avait appris ce que signifiait bâtir sous le feu. Son unité devait construire des ponts, des pistes d'atterrissage, des écoles dans des zones hostiles. Chaque jour, ils édifiaient ce qui serait peut-être détruit la nuit suivante. On a perdu 3 gars en construisant une école près de Da Nang, dit-il d'une voix grave. Une attaque de mortier. J'étais le plus gradé après, alors j'ai dû finir le travail. Et garder les autres. En vie. Margaret lui prit la main. Elle comprenait, à présent, pourquoi il abordait chaque projet avec tant de rigueur. Là-bas, une erreur ne signifiait pas un simple effondrement, mais la mort. Le médaillon venait d'une mission près de la frontière cambodgienne. On devait construire un pont pour évacuer un village avant la saison des pluies. Mais l'ennemi ne voulait pas qu'on le fasse. On a mis 6 jours, sous le feu, à travailler par équipe, à dormir 4 heures à la fois. On a perdu 2 hommes de plus, mais on a terminé. 800 personnes ont traversé avant que les pluies n'arrivent. Margaret le regardait avec admiration. Chaque planche, chaque clou qu'il posait ici, sur cette cabane, portait encore la mémoire de ses gestes de survie. C'est pour ça que tu es devenu charpentier, demanda-t-elle. Harold hocha la tête. Parce que construire, c'était ma manière de réparer le monde. Là-bas, tout tombait en ruine. Ici, chaque maison, chaque grange. C'était une preuve, la création est plus forte que la destruction. Le soir même, Sarah vint dîner avec eux. Elle apportait du pain frais et les rumeurs du village, la fête d'hiver. Les réparations à la mairie, les disputes du conseil municipal. En entrant, elle aperçut la médaille posée sur la cheminée, à côté de la canne de James. « Harold, tu étais décoré ?» Il sourit. Un peu mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on raconte autour d'un repas. Sarah contempla la médaille, les yeux brillants. Mon père a servi pendant la Seconde Guerre. Il disait toujours que les hommes du Vietnam n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Harold haussa les épaules. On a fait notre travail. C'est tout. Sarah posa une main sur son épaule. Et tu continues à le faire. Regarde autour de toi. Tu reconstruis, tu protèges, tu donnes un sens à ce que d'autres ont abandonné. Margaret sentit une émotion l'envahir. Tout s'imbriquait enfin. La précision de Harold, sa patience, sa façon de ne jamais céder à la facilité. Cet homme qu'elle aimait avait bâti sa vie sur les ruines de la guerre, et chaque clou planté ici résonnait comme un acte de foi. Cette nuit-là, en s'allongeant dans leur sac de couchage, elle regarda la lumière du feu danser sur la médaille posée près du foyer. « Je suis fier de toi, Harold. Pas seulement pour cette étoile. Pour l'homme que tu es resté, malgré tout. » Il resta silencieux un moment, puis murmura. « Parfois, je me dis que j'aurais dû te le dire plus tôt. » Elle sourit, posant sa main sur la sienne. « Tu me l'as dit quand tu étais prêt. Et quand j'étais prête à comprendre. » Le lendemain matin, un bruit de moteur brisa la tranquillité. Une berline noire s'arrêta devant leur portail. Sa carrosserie reflétant la lumière froide de novembre. Harold fendait du bois quand 2 portières claquèrent sèchement. 2 hommes en costume sortirent, leurs chaussures de cuir brillant tranchant. Sur le gravier. Belle se redressa, grondant d'un ton qu'Harold ne lui connaissait pas. Elle se plaça entre eux et la maison, les poils hérissés. « Monsieur Thompson ?» lança le plus grand. Consultant une tablette électronique. « Je suis Richard Blackstone, de la société Blackstone Development Corporation. Voici mon associé, Monsieur Jenkins. Nous devons parler de votre présence sur cette propriété. » Harold posa lentement sa hache, observant leurs gestes, leur assurance. Son instinct de soldat refaisait surface. De quel genre de discussion s'agit-il? Du genre qui concerne la propriété légale, répondit l'homme en ouvrant une chemise cartonnée remplie de documents. Ce terrain appartient désormais à notre entreprise. Vous et votre épouse occupez illégalement cette parcelle. Margaret, alertée par le ton et le grondement de Belle, sortit sur le pas de la porte. Elle essuya ses mains sur son tablier cousu dans un vieux drap offert par Sarah et se plaça près de son mari. Droite,
calme, solidaire comme toujours. Acheté à qui? Demanda Harold d'une voix posée en tendant la main vers les papiers. Blackstone esquissa un sourire froid. À la municipalité. Nous avons obtenu les droits de développement. Ce terrain sera bientôt un complexe résidentiel. Harold feuilleta lentement les documents, lisant chaque ligne. Les mots dansaient devant ses yeux. Mais il comprenait une chose, tout ce qu'ils avaient reconstruit risquait d'être balayé d'un trait de plume. Margaret posa sa main sur son bras, sentant la tension sous la peau. Belle grognait. Encore, les yeux fixés sur les intrus. Le vent de novembre se mit à souffler, emportant une odeur de bois et de cendres. La cabane, leur cabane, semblait retenir son souffle. Ce jour-là, Harold sut que la bataille à venir ne se gagnerait pas avec des outils ou des clous. Mais il se redressa, le regard clair et résolu. Il avait déjà reconstruit une fois sur des ruines. Il saurait le faire encore, parce qu'il portait en lui la certitude qu'aucun acte de création n'est jamais vain. Et tandis que Blackstone continuait à parler, énumérant lois et clauses, Margaret serra la main de son mari. « On ne laissera pas détruire ce que l'amour a rebâti », murmura-t-elle. Harold hocha lentement la tête, ses yeux d'acier fixés sur les hommes venus le reprendre. La vie qu'il venait à peine de retrouver. La guerre, pensa-t-il, n'était peut-être jamais vraiment terminée. Mais cette fois, il savait pour qui et pourquoi il se battrait. La bataille de Cedar Falls. Depuis des semaines, Harold et Margaret croyaient enfin avoir trouvé un refuge. La vieille cabane qu'ils avaient reconstruite de leurs mains était devenue un symbole de renaissance. Un témoignage de leur courage silencieux. Mais ce matin-là, tout vacilla. 2 voitures sombres s'arrêtèrent devant leur terrain. Les hommes qui en descendirent portaient des sourires poliés. Froid, ceux qu'on réserve aux affaires déjà décidées. Monsieur et Madame Thompson, demanda l'un d'eux, un dossier sous le bras. Nous représentons la société Blackstone Développement. Il semble que les taxes foncières de cette propriété n'ont pas été payées depuis plus de 3 ans. Le terrain est donc sujet à saisie et revente pour dette fiscale. Le ton était glacial. Sans compassion. Harold prit les papiers, ses yeux fatigués glissant sur les sceaux et signatures. Les documents paraissaient authentiques. Nous vivons ici depuis 3 mois, protesta Margaret. Nous avons réparé le toit, refait les murs, redonné vie à cet endroit. Des améliorations non autorisées sur une propriété qui ne vous appartient pas, trancha l'autre, un certain Jenkins. D'une voix sèche et habituée à briser les espoirs. Blackstone, l'homme aux yeux d'acier, désigna la cabane derrière eux. Notre entreprise transforme des sites ruraux en résidences de vacances pour des clients urbains aisés. Cet emplacement est parfait, une fois la structure actuelle démolie pour faire place à des installations modernes. Le mot démoli frappa Harold comme un coup de masse. Vous voulez raser cette maison? Elle n'a aucune valeur dans notre plan de développement, répondit Blackstone d'un ton neutre. Vous avez 30 jours pour partir. Mais nous préférerions commencer la démolition plus tôt, pour des raisons financières évidentes. Margaret sentit la tension de son mari, son dos raide, ses poings crispés. 3 mois d'efforts, de blessures. De nuits glaciales à réparer ce lieu où tout cela allait être réduit à néant. Et si nous refusons, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Alors le shérif vous expulsera. Et vous serez accusé d'intrusion et de vol de matériaux. Les 2 hommes repartirent aussitôt, laissant derrière eux un nuage de poussière et un silence qui pesait comme du plomb. Belle, leur chienne fidèle, resta tournée vers la route, grondant faiblement, comme si elle pressentait que quelque chose de mauvais approchait. Ce soir-là, Sarah arriva et découvrit le couple assis sur les marches. Les documents étalés entre eux. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. Margaret lui tendit les papiers. Sarah lut, et son visage passa de l'incrédulité à la colère. Ils veulent tout raser. Tout ce que vous avez construit, tout ce que James et Ruth ont laissé. Pour des locations de luxe. Elle serra les feuilles avec rage. James s'en doutait. Il disait toujours que là où la terre ne coûte rien, la cupidité finit par tout acheter. Harold soupira. Peut-être qu'il faut accepter qu'on ne gagne pas toutes les batailles. Sarah leva les yeux, déterminée. Ou peut-être que certaines sont trop importantes pour être perdues. Le lendemain, Sarah revint avec une vieille sacoche en cuir, celle de son défunt mari et l'unique avocat d'eux.
Cedar Falls pendant 40 ans. Ses traits étaient tirés par une nuit blanche, mais son regard brûlait d'une résolution calme. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle en s'asseyant à la table. Harold versa le café dans leur tasse dépareillée. Elle sortit un document jauni, soigneusement protégé dans un plastique transparent. Les lettres restaient parfaitement lisibles. « Ceci est le titre de propriété original », expliqua-t-elle. James Hanley l'avait enregistré il y a 15 ans. Il a obtenu cette terre selon les lois de possession adverse. Harold fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Quiconque occupe et améliore un bien abandonné pendant 15 ans, paie les taxes et l'entretien ouvertement, en devient légalement propriétaire. James avait rempli toutes ces conditions. Et il avait tout prévu. Margaret déplia le document, émue de reconnaître la signature de James au bas de la page, accompagnée d'un sceau notarié. Sarah poursuivit. Mon mari a rédigé son testament. James y précisait que, s'il venait à mourir ou devenait incapable d'entretenir la propriété, elle devait revenir à quiconque en aurait besoin. À condition de la préserver avec respect. Margaret lut à voix haute. Ce lieu devra servir de refuge à toute personne sincèrement dans le besoin, qui s'engage à en prendre soin dans l'esprit dans lequel il fut restauré. Un silence sacré suivit. Les mots semblaient bénir leur travail. Alors la ville n'avait aucun droit de la vendre, s'exclama Harold. Exactement, confirma Sarah. Les taxes étaient à jour jusqu'à ce que James parte en maison de soins. L'administration a simplement présumé qu'il avait abandonné les lieux. L'erreur vient d'eux, pas de lui. Ce qui rend la vente à Blackstone nulle et non avenue. Elle esquissa un sourire victorieux. Mon mari disait toujours que les riches perdent souvent contre un pauvre honnête, à cause d'un simple papier mal rempli. L'espoir revint peu à peu. Mais comment prouver tout cela? Demanda Margaret. Sarah sortit une carte de visite. Walter Morrison. L'ancien associé de mon mari. Il vit en Floride maintenant. Mais il connaît mieux que quiconque l'histoire de ce terrain. Il a toujours eu un faible pour les causes où David affronte Goliath. Le numéro de téléphone avait été corrigé à la main. Il est à la retraite, mais il adore encore se battre quand il s'agit de défendre la justice, ajouta-t-elle. Harold regarda par la fenêtre, le toit qu'il avait réparé, le jardin où les premières pousses de légumes émergeaient, la pile de bois rangée avec soin. Tout cela représentait plus qu'un abri, c'était une preuve qu'ils existaient encore, qu'ils pouvaient contribuer, qu'ils méritaient leur place. Que devons-nous faire? Préparer le dossier, répondit Sarah. Le testament, les registres d'impôts, les actes, les preuves de vos travaux. Margaret songea à toutes leurs notes. Aux photos prises semaine après semaine, aux reçus soigneusement conservés. Nous avons tout cela. Alors nous avons une bataille à mener, conclut Sarah. Et nous allons la gagner. Cet après-midi-là, elle appela Walter depuis la quincaillerie, le seul téléphone accessible. L'échange dura presque 1 heure. Lorsqu'elle revint. Son sourire en disait long. Il arrive. Il conduit depuis la Floride. Il veut leur montrer que tout n'est pas à vendre. 3 jours plus tard, un vieux Buick cabossé s'arrêta dans la poussière du chemin. Walter Morrison en sortit, petit homme aux cheveux d'un blanc éclatant, vêtu d'un costume froissé et d'une détermination tranquille. Son regard, vif et perçant, trahissait l'esprit d'un stratège aguerri. Première étape, déclara-t-il en posant les documents sur la table de cuisine, montrez que la communauté vous soutient. Les tribunaux écoutent quand un village entier défend ses gens. Le lendemain, Tom Bradley, le quincaillier, arriva le premier, une planchette sous le bras. J'ai entendu parler de vos ennuis. Ce serait une honte de laisser des étrangers tout racheter ici. Dit-il en signant la pétition préparée par Walter. Vous avez fait plus pour cette ville que n'importe quelle société. Harold avec son marteau, Margaret avec son cœur. Peu après, Mrs. Patterson, que Margaret avait soignée, arriva à son tour, appuyée sur la canne réparée par Harold. 3 voisins l'accompagnaient. Elle m'a sauvé la vie, déclara-t-elle en signant. Sans elle, mon infection se serait aggravée. Le médecin le plus proche est à 60 km, mais Margaret, elle, était là. Les signatures s'accumulèrent. À midi, 23 habitants avaient signé. Le pasteur, le facteur,
la patronne du café, des commerçants, des retraités. Chacun ajoutait son nom avec fierté, comme un serment. Walter hocha la tête, impressionné. J'ai vu des dossiers moins solides gagner grâce à moins de soutien. Ce que vous avez ici, c'est une communauté unie, et cela pèse lourd. Harold passa la matinée à photographier chaque amélioration, les murs redressés. Les nouvelles fenêtres, les planches ajustées avec soin, le jardin prêt à donner ses premiers légumes. Chaque image racontait leur engagement, leur travail, leur persévérance. Walter expliqua. Dans les affaires de possession adverse, la preuve d'amélioration continue et d'usage bénéfique est essentielle. Ces photos, c'est votre meilleur argument. Elles prouvent que vous n'êtes pas des intrus, vous êtes les héritiers spirituels et légaux de James Hanley. Sarah, de son côté, apporta ses propres photos, celles de James et Ruth, 15 ans plus tôt, lors de la première restauration. Ensemble, les deux séries formaient une histoire ininterrompue, 30 années de soins et de dévouement. Walter posa sa main ridée sur la pile de documents. Blackstone a commis l'erreur classique. Croire qu'une petite ville ne connaît pas ses lois. Mais ils vont apprendre qu'ici, les racines valent plus que les profits. Ce soir-là, autour de la table. Le vent soufflait doucement à travers les pins. Margaret servit du café, et pour la première fois depuis des jours, le silence n'était plus fait de peur mais d'espérance. Harold observa les flammes. Dans le poêle, leur chaleur rappelait celle du jour où ils avaient décidé de sauver cette cabane. Sarah sourit. James serait fier de vous. Il voulait que cet endroit soit un refuge. Vous en avez fait un symbole. Walter acquiesça, son regard brillant. Les maisons, voyez-vous, ne sont pas seulement du bois et des clous. Ce sont des témoins de la dignité humaine. Et celle-ci a encore de beaux jours devant elle. Dehors, Belle poussa un aboiement joyeux vers la lune. Pour la première fois depuis longtemps, Cedar Falls semblait respirer à nouveau. L'audience de Cedar Falls. Ils avaient payé pour un terrain sans jamais vérifier la validité du titre de propriété. En réalité, leurs documents n'avaient aucune valeur légale. Margaret sentit poindre en elle une prudente lueur d'espoir. Assise près de la fenêtre, elle observait Walter, concentré, méthodique, imperturbable. L'avocat expérimenté avait ce calme particulier des hommes qui ont mené sans bataille semblable et qui savent reconnaître, à la manière dont le vent tourne, quand la victoire approche. Sur la table, les preuves s'accumulaient, pétitions signées par des dizaines de voisins, photographies des réparations, copies de documents officiels. Chaque pièce ajoutée au dossier renforçait un peu plus leur position contre ceux qui, jusque-là, pensaient pouvoir les écraser. Sans résistance. Belle, leur chienne fidèle, ne quittait pas Walter d'une semelle. Elle suivait ses pas dans la cour, observant chacun de ses gestes tandis qu'il mesurait les clôtures et prenait des notes sur les améliorations apportées par Harold. L'animal semblait comprendre, à sa manière, que cet homme représentait l'espoir, la justice en marche. Sa présence, paisible et constante, dissipait la tension de cette journée lourde d'enjeux. Le retour de Blackstone. En fin d'après-midi, un grondement de moteur troubla le calme du jardin. Une berline noire s'arrêta devant le portail, Richard Blackstone revenait, persuadé qu'il ne lui restait qu'à constater l'expulsion de deux vieillards vaincus. Mais ce qu'il trouva le laissa sans voix. Assis sur les marches du perron, Walter Morrison feuilletait tranquillement un dossier épais, l'air satisfait, presque détendu, comme un joueur d'échecs sur le point d'annoncer son dernier coup. Monsieur Blackstone, lança Walter d'un ton aimable sans même se lever. J'imagine que vous pensez avoir acheté cette propriété? Le promoteur cligna des yeux, déstabilisé. Sa confiance vacilla. En une seconde. L'équilibre des forces venait de changer, et il le savait. Et vous êtes, demanda-t-il, la voix soudain sèche. Walter Morrison, représentant légal des véritables propriétaires de ce terrain. Walter lui tendit alors une copie jaunie du titre de propriété original de James Hanley, accompagné d'un document décisif, une clause stipulant que la ville de Cedar Falls n'avait jamais eu autorité pour vendre ses terres. Margaret observa le visage de Blackstone se transformer à mesure qu'il lisait. L'assurance du magnate laissa place à une pâleur nerveuse. Il venait de comprendre que sa société avait commis une erreur coûteuse, peut-être fatale. À côté de lui,
la pétition pleine de signatures brillait sous la lumière du soleil couchant. Ce n'était plus seulement une querelle privée, c'était désormais une cause publique. Ce n'est qu'un contretemps, dit-il enfin d'un ton forcé. Non, répondit Walter calmement. C'est un échec complet. Checkmate. Les jours d'attente. Le tribunal fixa l'audience au mardi suivant. 5 jours pour que Blackstone rassemble sa défense. 5 jours pour que Walter parachève la leur. Harold, incapable de rester inactif, canalisa son anxiété dans le travail manuel. Il remplaça les planches branlantes du plancher, reboucha les fissures des fenêtres, empila assez de bois pour tenir tout. L'hiver. Chaque coup de marteau semblait lui rendre un peu de contrôle sur un monde qui avait voulu le réduire au silence. Margaret, de son côté, rassembla les photographies prises depuis l'heure. Arrivée. Elle les disposa par ordre chronologique, les premières montraient la cabane effondrée, les suivantes, les murs redressés, le toit réparé, les fleurs plantées près du perron. Peu à peu, l'abandon se transformait en foyer. Walter demanda des copies pour le dossier, mais Margaret conserva les originaux, étalés sur la table de la cuisine comme les pages d'un évangile silencieux. Chacune d'elles racontait une victoire arrachée à la misère, un combat contre la fatigue, un pas de plus vers la dignité retrouvée. Ces photos racontent notre histoire mieux que n'importe quelle. Discours, murmura-t-elle à Harold. Elle prouve à quel point nous avons cru en ce lieu, répondit-il doucement. Sur les images, on voyait la précision d'artisan de Harold, sa manière méticuleuse de disposer les outils avant chaque réparation. On distinguait aussi la main de Margaret, rideau cousu à la main, vaisselle soigneusement rangée, petite touche de beauté dans chaque recoin. Et toujours, belle, allongée près du feu, témoin fidèle de leur renaissance. La révélation. Le dimanche soir, Sarah arriva, essoufflée, les joues rouges d'émotion. Dans ses mains, une grande enveloppe manie sans adresse d'expéditeur. Elle la posa sur la table, tremblante. « Quelqu'un m'a envoyé ça anonymement, dit-elle. Vous devez voir ceci. » À l'intérieur, des photographies et des documents administratifs. Margaret sentit un frisson la parcourir lorsqu'elle vit les images, des bulldozers réduisant en poussière de petites maisons semblables à la leur. Des porches éventrés, des meubles abandonnés, des visages d'aînés en pleurs. C'est ce que Blackstone Développement a fait ailleurs, expliqua Sarah, la voix serrée. Les papiers révélaient un véritable schéma d'exploitation. La société achetait des terrains prétendument abandonnés lors de ventes fiscales douteuses, puis expulsait les habitants âgés qui les occupaient depuis des années. Elle transformait ensuite ses propriétés en locations de luxe pour touristes aisés, revendant à prix d'or ce qu'elle avait obtenu pour presque rien. 8 fois en 3 ans, lut Walter. Toujours le même procédé. Toujours des victimes âgées, vulnérables, sans défense. Harold resta muet, le regard rivé sur une photo montrant un vieil homme seul devant les ruines de sa maison. Il vit en lui une version possible de son propre avenir. Il ruine des vies, murmura-t-il. Ce sont des prédateurs, ajouta Margaret, la colère montant dans sa poitrine. Exactement. Répondit Walter. Et les prédateurs prospèrent quand leurs victimes sont isolées. Mais nous ne le sommes pas. Avec une précision militaire, il rangea les documents anonymes à côté de leur propre preuve. Puis un mince sourire éclaira enfin son visage. Regardez ce qu'ils ont joint, dit-il. Une carte de visite, Helen Crawford, Détroit Free Press, journaliste d'investigation. Affaire d'abus envers les personnes âgées. Au dos, un mot manuscrit. Intéressé par l'histoire Blackstone. Appelé lundi matin. Walter tapota la carte du doigt. Quelqu'un de l'intérieur veut que la vérité éclate. Margaret prit une photo parmi les documents, un vieil homme se tenait debout devant sa maison détruite, l'air perdu, brisé. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Nous ne nous battons plus seulement pour notre maison, dit-elle. Non, confirma Harold. Nous nous battons pour tous ceux qu'ils ont déjà détruits, et pour ceux qu'ils détruiront si nous échouons. Cette nuit-là, Margaret ajouta les photos anonymes à leur collection, mais les sépara soigneusement des leurs. Les unes racontaient la reconstruction et l'espérance. Les autres, la cupidité et la perte. Ensemble,
Elle formait un contraste si saisissant que Walter en fut convaincu, le tribunal ne pourrait pas rester indifférent. Le jour du jugement. Le mardi matin, le ciel de Millfield County était clair et froid. Le vieux palais de justice, construit en 1923, se dressait comme un monument à la justice populaire, marche de granit. Usée, colonnes massives, odeur de papier ancien. Harold aida Margaret à gravir les marches une à une. Lui portait son vieux costume noir, celui des funérailles et des grandes occasions. Elle, une robe bleu marine, repassée avec soin, la même qu'elle mettait autrefois pour la messe. Dans la voiture, Belle observait la scène à travers la vitre, le museau posé sur le tableau de bord. Comme si elle pressentait l'importance de l'événement. Sarah resta avec elle, préférant leur offrir son soutien silencieux plutôt que de se mêler à la foule. À l'intérieur, la salle d'audience. Surprit Margaret par sa simplicité. Des bancs en bois rappelaient les bancs d'église, et la lumière filtrant des hautes fenêtres donnait au lieu une solennité apaisante. Derrière le grand bureau de Chen, la juge Patricia Chen présidait. Droite, attentive, son visage exprimait une neutralité ferme, celle d'une femme habituée à entendre des drames humains, mais décidée à les juger avec équité. L'affrontement. Blackstone Développement avait mobilisé toute une armée d'avocats, 3 juristes impeccablement vêtus, porteurs de mallettes brillantes et de certitudes arrogantes. Leur chef d'équipe, une femme à la diction tranchante, prit la parole la première. « Votre honneur », commença-t-elle d'un ton assuré, « cette affaire est d'une simplicité absolue. Blackstone Développement a acquis ce bien lors d'une vente fiscale légitime organisée par la municipalité de Cedar Falls. Les occupants actuels, M et Madame Thompson, n'ont aucun droit légal de résider sur cette propriété. Elle parlait comme on lit un contrat, sans émotion, sûre de la supériorité de ses arguments. Mais chaque mot sonnait creux dans le silence attentif de la salle. Margaret serra la main de Harold. Ils avaient tout donné, leur force, leur nuit, leurs souvenirs. Leur avenir se jouait maintenant entre ces murs. Walter se leva enfin. Calme, mesuré. Il posa ses lunettes, ouvrit son dossier et fit ce que savent faire les grands défenseurs, il transforma un dossier froid en une histoire humaine. Il parla du travail, de la sueur, de la dignité. Il montra les photographies, la cabane délabrée, puis la maison réparée, fleurie, vivante. Il cita les voisins, les pétitions, les heures passées à reconstruire pierre par pierre un lieu que la société avait oublié. Puis il sortit les documents anonymes. Un murmure parcourut la salle quand il révéla le véritable visage de Blackstone, un empire bâti sur la ruine des anciens et la manipulation des lois fiscales. La juge Chen leva les yeux, son regard s'assombrit. Ce n'était plus seulement une affaire de propriété, c'était une question de morale, de justice sociale, d'humanité. Épilogue, transition vers la suite du procès. Margaret sentit son cœur battre plus vite. Pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentait plus la peur, mais la fierté. Autour d'elle, elle percevait un frémissement dans la salle, une forme de respect silencieux. Ils n'étaient plus de simples squatteurs. Ils étaient devenus les visages de la résistance. L'histoire n'était pas terminée, mais l'équilibre avait changé. Et, quelque part, dans une rédaction de Détroit, une journaliste s'apprêtait à décrocher son téléphone. L'heure de vérité approchait. La salle d'audience était silencieuse, tendue comme une corde. Le représentant de Blackstone Développement venait d'achever son réquisitoire d'une voix froide. Les défendeurs occupent illégalement une propriété privée et ont refusé à plusieurs reprises de la quitter. À ces mots, Walter Morrison se leva lentement. Sa chemise légèrement froissée contrastait avec le costume impeccable de l'avocate d'entreprise. Mais lorsqu'il parla, sa voix portait l'autorité tranquille d'un homme qui avait passé 50 ans à défendre ceux que la société oubliait. « Votre honneur, dit-il d'un ton ferme, mes clients sont les véritables propriétaires de ce terrain. Ils l'ont hérité d'un certain James Hanley, qui en avait acquis le titre de propriété. Légalement par possession continue. La vente aux enchères organisée par la municipalité était invalide, on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. » L'avocate bondit sur place, outré. « Votre honneur, il n'existe aucun dossier de transfert légal, ni la moindre trace d'un droit de possession en faveur de Monsieur Hanley ou des défendeurs. » Walter esquissa un sourire calme et sortit de
Sa serviette un dossier soigneusement relié. Permettez-moi de vous contredire, maître. Voici les documents déposés au greffe du comté. Monsieur Hanley a occupé cette propriété de manière continue pendant 15 ans, payé toutes les taxes et respecté chaque exigence légale. Son testament, dûment notarié et signé, stipule que la maison reviendra à toute personne démontrant un besoin sincère d'abri. Le juge Chen, attentive, feuilleta les documents. Son visage, d'abord neutre, se transforma lentement à mesure qu'elle découvrait les preuves. Dans la salle, Margaret sentait son cœur battre plus vite. Chaque page que la juge tournait pouvait décider de leur destin. Maître Morrison, demanda la juge d'une voix calme, pouvez-vous démontrer que vos clients répondent aux critères du testament? Absolument, votre honneur. Walter présenta alors des photographies, les murs réparés, le toit restauré, le jardin fleuri. Il ajouta une pétition signée par des habitants de Cedar Falls, témoignant de la générosité et de l'aide que Harold et Margaret avaient apportée à leur communauté. Des attestations soulignaient leur intégrité, leur bienveillance, leur contribution. L'avocate tenta de reprendre le dessus. Votre honneur, ces améliorations non autorisées constituent du vandalisme, pas une preuve de bonne foi. Mais Walter, prêt depuis le début, sortit un autre lot de photographies. Cette fois, elle montrait les agissements répétés de Blackstone Development, maisons détruites, retraités expulsés, vies ruinées. Votre honneur. Si ces travaux sont du vandalisme, alors c'est le seul acte de vandalisme qui ait rendu la dignité à ce lieu. Ce que vous voyez ici, ce sont des victimes d'un même schéma, une entreprise qui rachète des propriétés douteuses pour dépouiller des aînés sans défense. Le silence tomba. Le regard du juge se durcit tandis qu'elle examinait les images. Maître Morrison, insinuez-vous que Blackstone Development s'est livré à un abus systématique envers les personnes âgées? L'avocate perdit pour la première fois de son assurance. Ces affaires n'ont aucun rapport avec celle-ci, protesta-t-elle. Je ne suis pas d'accord, trancha la juge Chen. Elle démontre un comportement répétitif et jette une lumière crue sur les motivations du plaignant. Margaret sentit un frisson lui parcourir la nuque. À cet instant, elle vit dans le regard de la juge le passage d'une logique froide à une compréhension humaine. Le dossier n'était plus une simple question de droit. C'était un test moral, la justice protégerait-elle les faibles ou les laisserait-elle être broyés par les puissants? La juge leva son marteau de bois. Margaret retint son souffle. Tout se jouait maintenant. Dans l'affaire Blackstone Development Corporation contre Harold et Margaret Thompson, annonça-t-elle d'une voix claire et solennelle, la Cour déclare que les défendeurs sont les propriétaires légitimes du bien concerné. Un murmure parcourut la salle. Margaret sentit ses jambes se dérober. Harold lui prit la main, la serra doucement. Walter, lui, redressa les épaules. Avec une fierté discrète. De plus, poursuivit la juge, cette cour estime que la société plaignante a acquis, par l'intermédiaire de la municipalité, une propriété que celle-ci n'avait pas le droit de vendre. La vente pour taxes impayées est donc nulle et non avenue. L'avocate de Blackstone, Blême, rangeait déjà ses dossiers. Les visages du public, remplis d'habitants de Cedar Falls, s'illuminaient. Tom Bradley, Mrs. Patterson, et tant d'autres qui avaient connu les Thompson, laissaient éclater un soulagement partagé. Mais la juge Chen n'en avait pas terminé. Je suis également profondément préoccupé par les preuves d'un schéma d'intimidation visant des personnes âgées vulnérables. Cette affaire sera transmise au procureur général de l'État pour enquête sur d'éventuelles pratiques frauduleuses et abus de faiblesse. L'avocate bondit. Votre honneur, nous protestons. Ces transactions étaient parfaitement légales. Le ton de la juge se fit glacial. Des transactions légales, qui laissent systématiquement des aînés ruinés et sans abri? J'ai examiné 8 dossiers similaires impliquant votre client. Le motif est clair. Votre objection est notée et rejetée. Quand l'audience se termina, Margaret resta un moment immobile. Elle comprenait à peine l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ils n'avaient pas seulement sauvé leur maison, ils venaient de mettre à nu un système prédateur. Walter s'approcha du bureau du greffier pour finaliser la paperasse. Pendant ce temps, Harold et Margaret furent entourés de leurs voisins. Les mêmes qui, quelques mois plus tôt, les regardaient avec méfiance,
les serraient maintenant dans leurs bras avec gratitude et respect. 20 minutes plus tard, Walter revint vers eux, tenant une grande enveloppe brune. Il la remit à Margaret avec un sourire qui traduisait autant la fierté que l'émotion. « C'est officiel », dit-il simplement. « Vous êtes propriétaire de votre maison, sans dette, sans hypothèque, sans charge. » Margaret ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Le document à l'intérieur portait leurs deux noms, imprimés noir sur blanc. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Après des mois de peur et d'incertitude, ils possédaient enfin, de plein droit, le fruit de leur labeur et de leur courage. Dehors, la communauté de Cedar Falls les attendait sur les marches du tribunal. Tom avait apporté des sandwichs du dîner, Mrs. Patterson des biscuits faits maison, et le pasteur méthodiste improvisa une courte prière de remerciement. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était la célébration d'un retour à la dignité. Belle, leur fidèle chienne, bondit vers eux dès qu'ils franchirent la porte. Elle tournoyait de joie, aboyant de bonheur. Son pelage doré brillant sous le soleil de l'après-midi. Margaret la serra contre elle, riant à travers ses larmes. Sarah, la vieille amie de James et Ruth en lait, la prit dans ses bras. « Ils seraient si fiers de vous », murmura-t-elle. « Vous avez honoré leur rêve et lui avez donné une nouvelle vie. » Sur le chemin du retour, Margaret contempla les paysages familiers défiler. La route menant à Cedar Falls n'avait jamais semblé si belle. Cette fois, ils ne fuyaient plus, ils rentraient chez eux. Là où leur présence était enfin reconnue, leur travail respecté. Leur humanité restaurée. Ce soir-là, Harold encadra le titre de propriété et l'accrocha au-dessus de la cheminée, à côté de la canne sculptée de James et de son étoile de bronze de vétéran. 3 symboles, 3 vies, 3 héritages unis par la même force, le courage. Margaret regarda la pièce autour d'elle, les murs qu'ils avaient réparés, la table qu'Harold avait construite. La lumière douce du feu qui dansait sur les planches vernies. Tout ici respirait la persévérance et l'amour. « Tu te rends compte » murmura-t-elle. « On a vraiment réussi. »« Oui », répondit Harold en posant une main sur la sienne. « Et on ne s'est pas battu seul. » Ils avaient prouvé qu'une volonté sincère pouvait triompher de l'injustice. Leur victoire n'était pas seulement la leur. Elle appartenait à tous ceux qui avaient cru en eux, à cette communauté qui avait redécouvert la solidarité. 6 mois plus tard, Harold se tenait sur son porche, observant le soleil se lever sur Cedar Falls. Le ciel s'embrasait de rose et d'or, et le vent portait l'odeur du bois fraîchement coupé. La petite maison, autrefois un abri branlant, était désormais un foyer solide. Symbole de ce que 2 cœurs courageux peuvent bâtir quand ils refusent d'abandonner. Dans le salon, le cadre du titre de propriété brillait doucement. Margaret préparait le café pendant que Belle dormait au pied du feu. La paix s'était installée, simple et profonde. Harold sourit en silence. Ils avaient commencé cette aventure dans le désespoir, avec pour tout bagage une camionnette usée. Quelques outils, et la foi obstinée qu'un lieu oublié pouvait redevenir un foyer. Aujourd'hui, ce rêve était devenu réalité. Et au-delà des murs, Cedar Falls elle-même avait changé. Les habitants se parlaient davantage, les plus jeunes aidaient les anciens, et le mot « communauté » avait retrouvé tout son sens. Margaret sortit sur le porche, sa tasse à la main. « Regarde » dit-elle doucement, « le soleil se lève pour nous. » Harold hocha la tête. « Oui, Maggie. Et cette fois, c'est vraiment chez nous. » Ils restèrent là un moment, main dans la main, à regarder la lumière se répandre sur les collines. Leur maison n'était plus un simple abri. C'était un monument à la persévérance, un témoignage vivant que la justice, parfois, peut réellement triompher quand des gens ordinaires refusent de renoncer à ce qu'ils savent juste. Le rituel du matin était devenu son moment préféré de la journée. Ce temps suspendu, empreint de calme et de gratitude, lui permettait de mesurer à quel point leur vie avait changé depuis ce mardi désespéré où ils avaient découvert la vieille cabane abandonnée. Désormais, tout autour de lui témoignait de la métamorphose accomplie. Il ne pensait plus à cet endroit comme à une cabane, mais comme à un véritable cottage. Les murs, repeints d'un blanc lumineux, étaient rehaussés de bordures vertes rappelant les couleurs originales de la photo de James et Ruth, ces anciens habitants dont l'esprit semblait encore veiller sur les lieux. Des jardinières débordant des fleurs de Margaret ornaient les fenêtres, ajoutant une touche de
vie et de tendresse à la façade. Un perron solide, avec rampe et marche, accueillait désormais les visiteurs qui défilaient chaque jour pour les saluer, demander conseil ou simplement partager un café. Les marches, Harold les avait construites lui-même, avec le bois que Tom Bradley lui avait vendu à prix coûtant, et un assemblage soigné digne de son passé de charpentier militaire. Mais le détail le plus symbolique de cette transformation tenait dans un objet simple, un paillasson. Margaret l'avait placé juste devant la porte, où l'on pouvait lire en lettres joyeuses. Home Sweet Home. Ce petit tapis, cadeau de leur amie Madame Patterson, avait été offert avec une émotion sincère, comme on dépose une bénédiction. En vérité, ce geste marquait la frontière entre le passé et le présent, entre l'abri de fortune et le foyer retrouvé, entre la survie et l'appartenance, entre le provisoire et le sacré. À l'intérieur, Margaret préparait le petit déjeuner sur le petit réchaud au propane qu'Harold avait installé pour compléter la cuisine improvisée autour de la cheminée. L'espace avait désormais fière allure, un véritable évier relié au puits qu'Harold avait remis en état, des plans de travail solides, et des placards conçus selon les souhaits minutieux de sa femme. Belle, leur fidèle chienne, évoluait entre eux avec l'assurance tranquille d'un animal qui a retrouvé stabilité et douceur. Ces journées se partageaient entre l'accueil des visiteurs, la surveillance attentive des projets de réparation d'Harold et l'accompagnement de Margaret dans ses visites médicales à travers Cedar Falls. Le vétérinaire local l'avait officiellement reconnu comme chien de soutien émotionnel, une simple formalité pour un être dont la seule présence semblait apaiser la douleur des autres. La réputation d'Harold, quant à elle, avait dépassé les limites du quartier. Ce n'était plus seulement le vieil homme qui réparait des outils pour Tom Bradley. Il était devenu un artisan recherché, connu pour sa patience, son habileté et son souci du détail. Il avait désormais une liste d'attente pour ses services, rénovation de cuisine, meubles sur mesure, charpente à l'ancienne. Son travail leur apportait non seulement un revenu complémentaire, mais surtout cette fierté irremplaçable de redevenir utile, de retrouver le fil d'une vocation qu'il croyait perdue. Margaret, de son côté, était devenue l'infirmière officieuse de Cedar Falls. Elle comblait les lacunes d'un système médical trop lointain, apportant soins et réconfort aux habitants âgés ou isolés. Ses patients la rémunéraient selon leurs moyens, quelques billets, des légumes du potager, parfois des services inattendus, comme la préparation de leurs déclarations d'impôts ou des conseils juridiques offerts par d'anciens professionnels venus chercher la paix du village. La clinique du comté, reconnaissant la valeur de son engagement, lui avait fourni du matériel médical et une certification l'autorisant à pratiquer certains soins de base. Elle tenait un registre précis de ses visites, non par méfiance, mais parce que sa formation d'infirmière lui avait inculqué le respect scrupuleux de la documentation et du devoir. Leur réussite dépassait désormais les frontières de Cedar Falls. Le Détroit Free Press avait publié un article signé par Walter Morrison, dénonçant les pratiques prédatrices de la société Blackstone Développement et citant leur histoire comme exemple d'une lutte victorieuse contre les abus envers les personnes âgées. L'article avait suscité un élan inattendu, des courriers affluaient, des appels d'autres retraités menacés d'expulsion, des avocats bénévoles s'organisaient sous la coordination de Walter. 3 couples avaient même contacté Margaret pour obtenir conseil sur la manière de revendiquer des propriétés abandonnées dans de petites villes où le logement était devenu inaccessible. Margaret avait élaboré une méthode, mise en relation avec les bonnes ressources juridiques, mais surtout, insistance sur l'intégration communautaire. Ne cherchez pas seulement un toit, disait-elle, cherchez une place dans le cœur d'un village. Pendant ce temps, Harold avait ouvert son atelier derrière le cottage, un ancien abri à outils transformé en lieu de transmission. Là, il enseignait aux jeunes du coin l'art du travail du bois, la précision du geste, la patience du métier. L'endroit respirait la camaraderie et la dignité simple des artisans. Peu à peu, leurs efforts inspiraient d'autres histoires. Un couple avait restauré une ferme abandonnée près de la frontière de l'Indiana, un autre avait obtenu des conditions avantageuses pour acheter une maison saisie dans l'Ohio rural. Chaque victoire renforçait la conviction de Margaret, leur combat avait un sens bien au-delà d'eux-mêmes. Alors qu'Harold observait le soleil s'élever lentement au-dessus des collines, il sentit cette plénitude rare que l'on éprouve en contemplant une œuvre née de ses propres mains et qui, désormais, dépassait son créateur. Ils étaient partis en quête d'un abri, et ils avaient bâti un modèle de dignité pour tous ceux que la société croyait inutiles.
Le paillasson à ses pieds lui rappelait chaque matin que le mot « maison » ne désigne pas un lieu, mais un acte d'amour, de travail et de foi. Ce fut un mercredi de printemps qu'arriva la lettre. Le facteur, le même qui jadis leur avait remis des avis d'expulsion, tenait cette fois entre ses mains une enveloppe sobre, adressée à Harold et Margaret Thompson. L'écriture soignée fit battre le cœur de Margaret, elle reconnut immédiatement le nom sur le coin supérieur gauche. « C'est de David. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Harold posa sa tasse de café et s'approcha. La lumière du matin baignait la table, illuminant l'enveloppe comme un fragile pont jeté entre le passé et le présent. Cette lettre portait en elle le poids invisible de la réconciliation ou du chagrin renouvelé. Margaret la décacheta avec le coupe-papier en os de sa grand-mère, puis déplia 2 pages couvertes de l'écriture familière de leur fils aîné. David avait hérité de la rigueur de son père, mais aussi de la sensibilité de sa mère. Les 2 traits se mêlaient dans le ton mesuré de ses phrases. « Chère maman et papa », lut Margaret, sa voix se raffermissant peu à peu. « J'ai lu l'article du Détroit Free Press sur votre victoire et votre nouvelle vie à Cedar Falls. Je l'ai relu 20 fois, essayant de comprendre comment les parents que je croyais connaître sont devenus les personnes de cette histoire. » Harold sentit la colère ancienne monter, mais la main douce de Margaret sur son bras lui rappela d'écouter. « Je veux que vous sachiez que vous faire quitter la maison a été la décision la plus difficile de ma vie. Je m'étais convaincu que la résidence assistée serait meilleure pour vous, plus sûre, plus adaptée à votre âge. Je croyais que vendre la maison était une sage décision financière qui profiterait à tout le monde. » Margaret leva les yeux vers Harold. Dans son regard, douleur et espoir se mêlaient. Depuis des mois, ils se demandaient si leurs enfants comprenaient enfin ce qu'il leur avait infligé. Ces mots, maladroits mais sincères, étaient peut-être le début d'une réponse. Mais en lisant ce que vous avez accompli, en voyant les photos de la maison que vous avez reconstruite, en découvrant combien la communauté vous respecte, j'ai compris que je m'étais trompé sur tout ce qui compte vraiment. Le reste de la lettre racontait la lente prise de conscience de David, son erreur d'avoir confondu vieillesse et incapacité. Il avait contacté plusieurs habitants cités dans l'article, Tom Bradley, Madame Patterson, Sarah Mitchell. Madame Patterson m'a dit que maman lui avait sauvé la vie, écrivait-il. Tom Bradley affirme que le travail de papa est le meilleur qu'il ait vu en 40 ans. Sarah Mitchell dit que vous êtes devenu la famille qu'elle n'a jamais eue, et que vous voir reconstruire ce cottage lui a rendu foi en la possibilité d'un nouveau départ. La voix de Margaret se brisa un instant. Harold revit alors son fils enfant, planté à côté de lui dans l'atelier, un petit marteau à la main. Ce garçon plein d'admiration était devenu un homme prisonnier des conventions, mais la lettre prouvait qu'il commençait enfin à regarder autrement. Je sais qu'aucune excuse ne peut effacer la douleur. La confiance se regagne avec le temps et les actes, pas les mots. Mais j'aimerais venir vous voir avec Karen et les enfants, découvrir ce lieu dont tout le monde parle. Et peut-être recommencer. Margaret posa la lettre, les mains tremblantes. Après tant de silence, leur fils leur tendait enfin une main. Il veut amener les petits-enfants, murmura-t-elle. Harold s'approcha de la fenêtre. Dans le jardin, les jeunes pousses de légumes perçaient la terre nourrie du compost de leur propre cuisine. Il y vit un symbole, la vie renaissant de ce qui avait été rejeté. « Que veux-tu faire, Maggie » demanda-t-il doucement. Elle le rejoignit. Belle, dans le potager, flairait quelque chose entre les tomates. « Je veux me souvenir que pardonner ne veut pas dire oublier. C'est choisir quel genre de personne nous voulons être à partir de maintenant. » Harold hocha la tête. Sa sagesse l'avait guidé toute leur vie, elle le ferait encore. La lettre ne pouvait effacer les épreuves, mais elle offrait une chance précieuse, celle de reconstruire une famille sur des fondations de respect mutuel. Sur l'établi d'Harold, les plans étalés sur du papier millimétré témoignaient d'une nouvelle vision. Chaque ligne représentait des semaines de réflexion sur la façon dont les personnes âgées pouvaient vivre avec dignité, dans des maisons modestes mais pensées pour leur autonomie. Il rêvait d'un programme où chaque communauté pourrait bâtir des foyers semblables, conçus non comme des refuges de fin de vie, mais comme des havres d'expérience et de sagesse. Leur cabane, devenue maison, était la preuve vivante qu'avec un peu d'amour, de solidarité et de travail acharné, même les pierres du rejet pouvaient devenir les fondations de la Renaissance.
la construction des nouveaux cottages représentait bien plus qu'un simple projet immobilier. C'était la concrétisation d'un rêve né de la gratitude et de l'expérience. Ces petites maisons, légèrement plus grandes que leur propre demeure 800 pieds carrés au lieu de 600 avaient été dessinées selon les mêmes principes d'efficacité et d'accessibilité. Qui avait guidé la rénovation de leur cabane? Margaret, assise à la table de travail, examinait les derniers croquis de Harold, tandis que Belle, la fidèle chienne, observait la scène depuis son coussin près de l'établi. Le secret, dit Margaret d'une voix douce mais assurée, c'est le design universel. Tout doit être accessible dès le départ, pour que personne n'ait à modifier sa maison. Lorsque la mobilité diminue. Son expérience d'infirmière auprès de patients âgés avait profondément influencé chaque détail. Les plans prévoyaient des portes assez larges pour les fauteuils roulants. Des salles de bains équipées pour accueillir barres d'appui et sièges de douche, des cuisines où les plans de travail s'ajustaient à différentes hauteurs. Ces aménagements augmentaient les coûts de construction, certes, mais ils évitaient les rénovations coûteuses plus tard, quand la dépendance s'impose. Harold avait calculé méticuleusement le prix des matériaux et la durée des travaux, se basant sur les tarifs du magasin de son ami Tom Bradley. Selon ses estimations, 6 cottages pourraient être bâtis pour un montant équivalent à celui qu'un promoteur dépenserait pour un seul logement de vacances destiné à des touristes aisés. La différence, c'est que ces cottages offriraient un toit à ceux qui en avaient réellement besoin. Le terrain, une parcelle de 10 acres derrière. L'école élémentaire de Cedar Falls avait été donnée par la ville elle-même. Longtemps réservé à des projets commerciaux qui n'avaient jamais vu le jour, il fut réaffecté à un usage plus noble. Un habitat communautaire pour personnes âgées. Le conseil municipal, convaincu par le succès de Harold et Margaret, avait voté à l'unanimité pour le reclassement de la zone. Sarah, infatigable, avait joué un rôle déterminant dans la mobilisation des soutiens. Elle avait coordonné les efforts des églises, associations et entreprises locales afin d'obtenir matériaux, main-d'œuvre et contributions financières. Son engagement allait bien au-delà de l'amitié, elle voyait dans ces cottages une réponse concrète aux défis que tant d'aînés rencontraient, tout comme son frère James. Autrefois. Ce modèle pourrait inspirer d'autres communautés rurales, expliqua-t-elle à l'avocat Walter Morrison venu de Floride pour examiner la structure juridique du projet. Des endroits où le coût du logement dépasse les revenus fixes, mais où les aînés peuvent encore apporter des compétences précieuses à la société. Walter, fidèle allié des plus vulnérables, accepta de s'occuper gratuitement de la partie légale. Grâce à lui, une organisation à but non lucratif vit le jour, apte à recevoir des dons déductibles d'impôts tout en maintenant un contrôle local sur le développement du programme. Sa connaissance du droit rural et son engagement envers la dignité des aînés faisaient de lui un guide sûr dans les méandres administratifs. Les plans prévoyaient d'abord 2 cottages pilotes, suivis d'autres unités selon les besoins et les financements. Harold dirigerait la construction, formant les bénévoles aux bases de la menuiserie et du travail du bois. Chaque coup de marteau serait aussi une leçon de solidarité. De son côté, Margaret organiserait les services de santé pour les futurs résidents, en partenariat avec le département de santé du comté. Belle, mascotte officielle du projet, apparaissait désormais sur toutes les photos des réunions communautaires. Sa présence rassurait, ces maisons ne seraient pas des institutions, mais des foyers aidés. Lieux où les aînés pourraient vivre avec indépendance et dignité. La première fondation fut coulée la semaine précédente, avec du béton offert par une entreprise voisine dont le propriétaire, touché par leur histoire, avait voulu contribuer. Harold supervisa chaque étape avec l'attention rigoureuse qui le caractérisait. Il savait qu'une maison solide commence toujours par un socle sans faille, surtout sous les hivers rigoureux du Michigan. Des lycéens locaux, dans le cadre d'un programme de formation professionnelle, vinrent prêter main forte. Sous la direction bienveillante de Harold, ils apprirent non seulement à construire, mais aussi à comprendre pourquoi ces constructions comptaient, elles symbolisaient le respect envers ceux qui avaient bâti avant eux. Margaret, fidèle à sa nature méthodique, tenait des registres précis, dont reçus, heures de bénévolat, dépenses engagées. Elle voulait que chaque geste soit tracé, chaque ressource justifiée. Sa rigueur d'infirmière se transformait ici en sens civique, la transparence était le ciment de la confiance. Sur l'établi de Harold, les plans bleus dépassaient de leur rouleau comme des promesses.
Ils représentaient plus que des murs et des toits, ils incarnaient une vision, celle d'une société où l'expérience et la sagesse comptent plus que la jeunesse et la productivité. Où le logement est un droit, non un luxe, et où les aînés ne sont pas des fardeaux, mais des forces vives. Des mois plus tard, une photographie vint orner la cheminée de Margaret. Entre la canne sculptée de James et l'étoile de bronze de Harold, le cadre doré brillait d'un éclat particulier. Sur l'image, cette personne posait devant le cottage un après-midi d'automne. Au centre, Harold et Margaret, souriants, entourés de Sarah, de Walter Morrison, de Tom Bradley, de Madame Patterson et, bien sûr, de Belle, assise fièrement aux pieds de Harold. Le soleil illuminait les murs. Blanc bordé de vert, un symbole de persévérance et de tendresse humaine. Derrière eux, le jardin montrait ses dernières récoltes avant l'hiver. Des piles de bois bien rangées promettaient chaleur et sécurité pour la saison froide. C'est David, leur fils, qui avait pris la photo, 3 mois après la lettre d'excuse qui avait rouvert un dialogue prudent. Ce week-end-là, leurs petits-enfants avaient appris à fendre du bois sous la guidance patiente de Harold et à récolter les légumes cultivés par Margaret. Avant d'appuyer sur le déclencheur, David avait murmuré. « Je comprends enfin ce que vous construisiez ici. Ce n'est pas juste une maison. C'est la preuve qu'une famille peut prendre bien des formes, et que ceux qui choisissent de vous aimer peuvent être plus fidèles que ceux qui partagent votre sang. » La réconciliation s'était faite lentement, sur des bases solides de l'humilité, la reconnaissance des torts, la volonté de réparer sans effacer le passé. Harold et Margaret avaient fixé des limites claires, leur indépendance ne serait plus négociable. Leur famille pourrait se rapprocher, oui, mais à travers les actes, pas les promesses. Sarah, quant à elle, était devenue la fille de cœur qu'ils n'avaient jamais eue. Elle passait presque chaque après-midi pour partager un café, apporter des légumes de son potager, ou simplement tenir compagnie. Son propre cottage, construit par Harold avec le même soin que les autres, touchait presque le leur. Les 2 premiers résidents du projet s'y étaient installés peu avant, une institutrice retraitée, étranglée par les loyers, et un ancien combattant vivant d'une pension modeste. L'un offrait désormais des cours gratuits aux enfants du quartier, l'autre avait monté un petit atelier de réparation de moteurs, utile à tous les fermiers du comté. Belle, vieillissante mais alerte, continuait d'accompagner chaque journée de sa présence apaisante. Son museau argenté témoignait du temps. Mais son regard restait plein d'entrain. Elle veillait sur Harold lorsqu'il travaillait dans son atelier, sur Margaret lorsqu'elle rendait visite aux voisins malades, et sur les enfants du quartier, qu'elle accueillait comme une grand-mère silencieuse. Leur cottage, transformé au fil du temps, respirait la paix et la dignité. Chaque pièce racontait une histoire, la cuisine où Margaret préparait des repas pour les familles en difficulté, le salon où Harold transmettait son savoir-faire aux jeunes apprentis, la chambre, sanctuaire du soir, où ils s'endormaient le cœur tranquille. Conscients d'avoir gagné leur place ici non par charité, mais par contribution. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, teignant le ciel de pourpre et d'or, ils s'assirent sur le porche, main dans la main. Devant eux s'étendaient les cottages terminés, la maison de Sarah, l'atelier où Harold fabriquait des meubles pour le village. « Est-ce qu'il t'arrive de regretter notre ancienne vie ?» demanda Margaret doucement. Harold resta pensif un instant, observant Belle flairer quelque chose dans le jardin. « Parfois, dit-il, je regrette l'illusion que quelqu'un d'autre devait s'occuper de nous. Mais je ne regrette pas la dépendance qui allait avec. » Margaret acquiesça, émue. Leur parcours, de l'abandon à l'appartenance, leur avait appris que la dignité naît de la responsabilité, et que le vrai foyer n'est pas un lieu, mais une œuvre d'amour et de persévérance. Ils avaient découvert que la famille, c'est aussi celle qu'on construit à force de bonté et de fidélité. Que vieillir, loin d'être un déclin, peut devenir une seconde floraison. Et sur la cheminée, la photographie scintillait dans la lumière du soir, le témoignage d'un miracle discret à celui de 2 êtres que la société avait autrefois rejetés et qui étaient devenus les bâtisseurs d'un avenir plus humain. Cedar Falls, ce soir-là, semblait respirer avec eux, paisible et reconnaissante. Et le monde, l'espace d'un instant, parut à nouveau à la mesure de leur cœur.